Hello, welcome to Front Row, the Sustainability and Innovation series. Today we're going to meet with Jean-Louis Etienne. He's going to welcome us aboard the Perseverance in San Diego, and we're going to learn more about the innovative and sustainable missions behind the Perseverance, the Polarpod, and where their next innovative scientific expeditions will take us. For people that don't know about the Southern Ocean, people that are new to this research, could you please tell us more about really the role of the Southern Ocean so we can understand ocean interaction with the climate system? L'océan capte 93% de l'excès de chaleur. 93%. Heureusement, il y a l'océan, sinon il ferait beaucoup plus chaud. Ouais. On a pensé qu'on pouvait tout envoyer dans l'air, tous. Ça va pas loin. Ça va pas dans le cosmos. Ça reste là dans ce qu'on appelle la troposphère, qui est très près de la Terre, qui est à 10-15 km, qui est là, et qui s'accumule. Vous voyez? Ça laisse passer le soleil, et ça piège, ça stocke la chaleur qui ressort. Et c'est ça qui, petit à petit, jour après jour, augmente la température à la surface de la Terre. Le fameux CO2, responsable du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui avance tellement lentement qu'on a toujours l'impression qu'on a le temps. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, on ne le voit pas et on a l'impression qu'on peut continuer. En fait, non, il y a une densification progressive et qui se fait tous les ans. Je le répète, le médecin que je suis le répète, à cause de ce CO2, la Terre souffre d'une fièvre chronique et il faut agir avec un traitement d'urgence. La nature joue un rôle très important. Toutes les végétations, tous les végétaux jouent un rôle essentiel sur le climat, puisqu'ils recapturent le gaz carbonique. Tout ce qu'on voit, ils le recapturent. Voilà. Everything that we send out there is absorbed by the ecosystem. Exactly. This is on land. On Yeah. And then you have the ocean. The ocean catch the CO2. Et donc cet océan, nous avons étudié l'océan austral, on comprend qu'il est, par sa surface, sa température, un acteur majeur. Il recapture la moitié du gaz carbonique absorbé par l'ensemble de l'océan de la planète. Aujourd'hui, dans l'océan austral, sur cet océan tellement loin, si loin de l'activité industrielle du monde, on trouve déjà des microplastiques. Ça, c'est une chose qui est surprenante. Et quand on revient avec cette mesure, on a envie de dire « oh, 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 oh ». Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Faisons attention, parce que ça rentre dans le corps de tous les animaux. Et nous, quand on mange des poissons, on digère. Et nous avons la possibilité d'agir. And we can act. We can act and we can produce responsibly, consume responsibly, and of course making sure that we discard things properly. That sounds like basic, but it's very important because minimal actions can trigger big impact. Yeah, exactly. Do you have a message, something that can entice us to keep hope and to believe that missions that you do, every small actions that we do, can have a positive impact? La chose qui m'a marqué en termes d'environnement, ce que j'ai pu constater, en 1993, je me souviens bien, avec le bateau qui s'appelait Antarctica, justement, c'était mon bateau précédent, j'avais été en Antarctique, visiter une station anglaise, et c'est à cette station anglaise qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une disparition progressive de l'ozone. Alors l'ozone, c'est une molécule, 3 molécules d'oxygène, 3 atomes d'oxygène qui forment l'ozone. Et on ne le voit pas non plus, c'est dans l'air, c'est à 30 km, et ça arrête les rayons ultraviolets nocifs du soleil. On a besoin de cette couche d'ozone. Et en Antarctique, dans cette station, ils s'étaient rendu compte que l'ozone était en train de disparaître. Si l'ozone disparaît, on va recevoir des rayons ultraviolets, je dirais, mortels, vous voyez, et notamment les UVC sont très dangereux. Et donc, il y a eu une analyse qui a été faite, des examens qui ont été faits de l'atmosphère et tout, puis on s'est rendu compte que c'était des chlorofluorocarbones. Qu'est-ce que c'est, les chlorofluorocarbones? CFC. Ben, c'est un gaz qu'on utilise dans les réfrigérateurs, dans les aérosols. Et donc, on se dit, mais si on continue comme ça, toute l'ozone va être détruite. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant. D'abord, on se rend compte que, je dirais, c'est presque pour la première fois, que l'homme, par ses activités, est capable de changer la composition de l'atmosphère d'une
manière qui peut devenir dangereuse. Hein. Donc ça, c'est une première constatation. Et deuxièmement, il y a autre chose qui est intéressant avec l'ozone, c'est que les 10 ou 15 grosses industries dans le monde qui produisaient CFC se sont réunies, ils ont dit bon, il faut arrêter, on va trouver autre chose. Et il y a eu cette intelligence de deux choses, d'une part de dire il faut trouver autre chose, on sait le trouver, on a l'intelligence pour le faire, et ces entreprises ont décidé en commun de le faire. C'était donc la première fois qu'une communauté, ça s'appelle le protocole de Madrid, hein, a décidé de prendre des mesures, de solutions. Et l'ozone est en train de revenir assez vite. Et donc on est à l'abri aujourd'hui de cette douche ultraviolet extrêmement mortelle. Voilà un exemple. À partir du moment où tout le monde se met autour de la table, on met le problème là. Et si chacun effectivement défend la vue collective et au service de l'humanité, ça permet d'arriver à des solutions. Souvent, ce sont des décisions courtes, avec des décisions essentiellement économiques, industrielles, politiques, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont la seule perspective de défendre l'instant. Donc, on a aujourd'hui conscience de la situation à l'échelle planétaire, on a l'intelligence des solutions, à condition de faire les investissements qu'il faut et que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. There is hope. Merci pour votre accompagnement, Merci votre à confiance. vous. Merci beaucoup.